Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur. Nouakchott a vécu ces derniers jours au rythme d'actes de vandalisme d'une rare violence. Des bandes de jeunes armés de pierres, de gourdins, de barres de fer et de machettes ont cassé, brisé, brûlé tout sur leur passage. Ils ont déversé une haine sans limite sur les paisibles passants, les commerçants, les conducteurs de véhicules et j'en passe. Pire, ils se sont attaqués sans raison aux forces de l'ordre, saccagé des ateliers, érigé des barrages sur les artères de la ville, mis le feu à des véhicules, bref, s'aimer le désordre, l'anarchie et la panique. Ces scènes de barbarie et de violence qui se sont rapidement étendues à quelques quartiers de la capitale et de villes de l'intérieur rompent totalement avec les enseignements de notre sainte religion, l'islam, et ne doivent en aucun cas mettre en péril les valeurs de solidarité et de tolérance de notre société, la cohésion sociale et la force de notre unité nationale. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité sur ce plateau M. Wagué Ousmane, professeur de sociologie à l'Université de Nouakchott, et M. Selmou Salihi, journaliste. Bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour commencer, comment expliquez-vous ces actes de vandalisme qui ont eu lieu la semaine passée à Nouakchott? Merci beaucoup. Avant de commencer, nous remercions la TVM de nous avoir accordé la parole pour justement analyser cette situation. Et nous remercions également les téléspectateurs qui suivent cette émission. Sur un sujet aussi crucial qui est passionné, l'unité nationale. Donc pour en parler, bien sûr, il faut faire preuve de beaucoup de rationalisme, beaucoup d'attention. Nous disons dès le départ que c'est un sujet bien sûr sensible. Un sujet sensible vit la situation sensible et fragile que vivent nos États et les États du Sahel d'une façon générale. Nous disons que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le sujet de l'unité nationale, bien sûr, c'est un sujet qui reste toujours, qui pose un certain nombre de problèmes. Et je dirais tout simplement que c'est un problème et à la fois une solution. Pourquoi c'est un problème? Parce que la question de l'unité nationale n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Depuis l'indépendance, on a commencé à mettre en place les premiers fondements de la construction d'un État moderne. Bien sûr, plusieurs événements se sont succédés au fur et à mesure de la mise en place de cette fondation de l'État. Un petit rappel historique, les événements de 1966, passé par les événements de la fin les greffes de la fin des années, des années 80 jusqu'aux événements de 1989. Et jusqu'à maintenant, nous pouvons dire tout simplement que l'unité nationale reste fragile. Et à chaque fois, quand les autorités ou bien quand les pouvoirs en place veulent tout simplement s'élancer bien sûr dans une perspective ou bien dans un processus bien sûr de refondation de l'État ou bien de mise en place des fondements solides de l'unité nationale, il y a toujours tout simplement des événements qui se produisent, des événements de nature à fragiliser, à transformer bien sûr la société mauritanienne en fragments. Et ce qu'il faut tout simplement dire, c'est qu'actuellement, et au moment où nous sommes, et c'est juste il y a une défragmentation des différentes composantes et des différentes couches de la société civile et de la société mauritanienne. Et ces événements ne sont donc que le résultat justement de cette défragmentation. Et aujourd'hui, on a vu que des actes regrettables qui sont produits. Et ces actes, maintenant, la question que nous devrons nous poser, comment il faut faire pour que de tels actes ne se reproduisent plus? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est là la question qu'on pose aux gouvernants aujourd'hui, qu'on pose bien évidemment, bien sûr, à tous les acteurs politiques et à tous les acteurs de la société civile.
Parce que quelque part, quand on dit d'actes de vandalisme, peut-être qu'il y a incompréhension, peut-être qu'il y a malentendu, peut-être qu'il y a quelque chose qui se produit qui, bien sûr, qui a frustré un peu, c'est-à-dire une composante ou bien un pan, etc., etc. Donc, on devrait se poser la question comment il faut régler des actes qui ont précédé et comment, bien évidemment, il faut davantage répondre de façon rationnelle et de façon appropriée pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Et je crois que nous allons revenir sur ça en détail au fur et à mesure de l'avancée du débat. Voilà. Vous également, vous avez suivi ces événements. Est-ce que ces actes se justifient et comment l'unité nationale peut être renforcée dans de telles circonstances? Je pense que tous les jalons de la cohésion sociale sont posés dans le pays. En termes de solidarité et de liens sociaux intenses entre les différentes composantes, mais aussi en termes de processus individuel et collectif qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des conditions, l'équité, l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Je crois que la Constitution est très claire. Il n'y a pas de discrimination institutionnalisée. C'est vrai, il y a des disparités, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes d'ignorance. Il y a aussi des problèmes d'inéquité parfois. Il y a des problèmes d'inéquité. Je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés se sont attelés à régler ces problèmes. Certains ont réussi à franchir des pas, d'autres ont franchi des pas plus importants. Mais l'essentiel, c'est que la construction même d'une nation, la construction d'une cohésion sociale, c'est une œuvre de très longue haleine. Et nous sommes un jeune État qui a à peine 62 ans d'existence, parce que l'État national, il ne date que de ça. On peut bien parler des États qui ont précédé l'Empire du Ghana, les Almoravides, les Émirats Hassan, les Almamiyat, les autres organisations sociopolitiques qui ont vécu sur le pays. Mais de manière générale, il y a eu des secousses, comme l'a dit le professeur Ouagé. Il a très bien rappelé les secousses de 66, de 79, de 89, le drame de 89. Mais je crois que, évidemment, avec son corollaire, le fardeau qui continue à peser sur les consciences et sur le pays, mais je crois que depuis 30 ans, alhamdoulilah, nous sommes à l'abri de ces secousses-là, dans un environnement trouble, où les pogroms, les tueries, les massacres continuent de nos jours. Donc nous sommes épargnés, et c'est vrai, le poids de l'histoire pèse encore sur nous, parce qu'il y a des problèmes il y a des plaies qu'il faut penser, il y a des plaies qu'il faut expurger carrément, il y a des injustices qu'il faut régler une bonne fois pour toutes. Maintenant, pour répondre à votre question concernant les violences que nous avons constatées l'autre jour, il faut différencier entre deux choses. Il faut différencier entre les manifestants pacifiques qui exercent un droit constitutionnel et légitime et qui doivent être protégés par les forces de l'ordre, si elles respectent le protocole nécessaire, c'est-à-dire qu'elles déclarent la manifestation, que cette manifestation soit encadrée, qu'ils expriment, qu'ils ont leur banderole, ils ont leur slogan. Ça rentre dans le cadre de l'expression du pluralisme politique et ils ne sont pas forcément tenus d'avoir des avis concordants avec le gouvernement, ils ne sont pas du tout contenus. Et il faut différencier entre le phénomène des Black Blocs qui crée un grand problème au service de sécurité, même dans des pays occidentaux. Vous avez vu les manifestations des Gilets jaunes en France, les récentes manifestations contre la retraite aussi en Europe. Il y a un phénomène de violence aujourd'hui les sécurocrates européens appellent ça les Black Blocs. Ce sont des gens qui viennent dans les manifestations pacifiques pour faire de la casse. Ils manifestent, ils viennent pour se battre avec les forces de l'ordre et ils saisissent évidemment l'occasion pour commettre des violences à l'encontre des commerçants, des passants, des femmes, des jeunes, et ils n'épargnent personne. Donc ça, il faut différencier entre eux. Donc, un État démocratique comme le nôtre se doit d'autoriser les manifestations pacifiques, de les encadrer, de les organiser, de leur garantir les conditions de se dérouler convenablement. Mais aussi un État démocratique, ça ne veut pas dire la pagaille.
C'est-à-dire qu'il faut aussi empêcher ce phénomène de Black Bloc, ce phénomène de manifestants qui ne sont pas là pour des raisons politiques, qui ne sont pas là pour des revendications, qui ne sont pas là pour des objectifs clairs, c'est-à-dire dénoncer une injustice, c'est-à-dire dénoncer une iniquité, demander un... Non, ils ne sont pas là, ils sont là pour casser, pour s'en prendre aux commerçants, pour s'en prendre aux passants. Et là, je crois que sur ce plan-là, il faudrait les empêcher, par les moyens qu'il faut. C'est dommage. On parle souvent, même ce débat s'est posé en France, on en a vu, on parle souvent de violences exercées par les forces de l'ordre, mais on ne parle pas souvent des violences exercées contre les forces de l'ordre. On dirait qu'il y a une violence, quelque part, il y a une violence légitime et il y a une violence illégitime. Bon, le phénomène des manifestants, il faudrait compter avec, ça va se passer, parce que les politiques publiques ne créent pas tout simplement que des contents, elles créent des mécontents, mais il faudrait avoir le sens de la mesure entre le devoir de protéger le droit constitutionnel des citoyens de manifester, d'exprimer leur approbation, mais aussi le droit, l'impératif de préserver l'ordre public et la sécurité publique et la quiétude, parce que quand il n'y a plus de sécurité, quand il n'y a plus de quiétude, c'est la pagaille. Et comme je vous l'ai dit tantôt au début, nous avons l'expérience de l'État national qui date seulement de 60 ans. Nous savons qu'est-ce qu'il y avait avant. C'était vraiment, il n'y avait pas d'État, donc c'était la loi de la raison du plus fort. Et il ne faudrait pas qu'on revienne à ça. Est-ce que la réponse apportée par les forces publiques vous paraissent, face à ces troubles, vous paraissent appropriées, suffisantes? Moi, je crois que quand on parle de manifestations, si nous analysons l'histoire des démocraties, dans toute démocratie qui se respecte, ou dans tout État qui se respecte, on doit autoriser les manifestations, et manifester, c'est un droit pour les citoyens qui réclament quelque chose. Mais quelque part, dans les manifestations, on n'a pas le monopole de la violence. Et si l'État veut encore se lancer dans une forme de monopole de violence, il y aura toujours des dérapages. Et quand nous regardons les manifestations, il y a toujours, comme on dit, des brebis galeuses. S'il y a un groupe qui est là pour réclamer quelque chose, il y a toujours d'autres gens, bien sûr, qui ont d'autres ambitions, ce qu'on appelle la foule, ce qu'on appelle les phénomènes de la foule et de groupe fusion. C'est-à-dire qu'il y a de la série à la foule, il y a des gens qui viennent de tous côtés, et quand on vient faire la manifestation, il y a d'autres gens qui s'infiltrent. Et maintenant, quand il y a l'infiltration, on ne sait pas l'ambition de qui veut faire quoi. Est-ce que tout le groupe a les mêmes objectifs, réclamer, obtenir droit, ou bien il y a dans le groupe ceux qui veulent tout simplement atteindre un objectif, casser et tout ça. Et là, l'État n'a pas justement cette maîtrise-là. Ou bien l'État peut procéder à cette maîtrise, mais souvent en utilisant une force de proportion. C'est ça la difficulté d'analyser quand il y a groupe, fusion, quand il y a foule, etc., etc. Bon, à la limite de ce qui s'est passé, on a vu qu'il y a un groupe qui réclame son objectif, qui réclame quelque chose, mais également il y a la force qui est là, c'est le droit de la force de protéger les citoyens et leurs biens. Et ça fait partie de la Constitution, ça fait partie de l'arsenal juridique, c'est connu. Mais également, c'est-à-dire qu'on peut, la manifestation, elle n'a de sens que quand elle est une manifestation tout court, c'est-à-dire quand il n'y a pas de violence, quand elle est une manifestation pacifique. Et la cause serait atteindre son objectif si la manifestation est là un objectif pacifique. N'empêche, on n'a pas la maîtrise, parce que ceux qui manifestent n'ont pas la maîtrise de ce qu'on appelle les brebis galeuses. Toujours est-il que cela ne doit pas nous faire oublier, c'est-à-dire notre passé. La Mauritanie a toujours été, c'est-à-dire la population mauritanienne d'une façon générale a été toujours une population qui n'a jamais préconisé la violence. Et de passer de la cohabitation, les preuves, depuis même au temps de l'Empire de Ghana en passant, il y a eu toujours en Mauritanie, bien sûr, la cohabitation a été toujours, bien sûr, c'est-à-dire un credo pour l'ensemble de la population mauritanienne. Et aujourd'hui, s'il y a des violences qui se produisent aujourd'hui, et nous disons que ce n'est pas du ressort des Mauritaniens, et les Mauritaniens ne doivent pas accepter la violence, et l'ordre doit être, c'est-à-dire il doit y avoir de l'ordre au moins dans toute manifestation. Mais toujours est-il que, c'est-à-dire que si la manifestation s'exacerbe, ça peut conduire à autre chose que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ça la situation qui est là aujourd'hui. Donc, toujours est-il que, c'est-à-dire que l'affaire, nous analysons.
mais nous ne sommes pas en mesure de donner des conclusions. Maintenant, nous analysons ce qu'on a vu, ce que nous en pensons. Toujours est-il que la manifestation, ça a toujours été, ça fait partie de la démocratie. Si je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai fait ma manifestation. J'ai fait la manifestation. C'est d'ailleurs la bonne santé, c'est ce qui prouve un peu la bonne santé d'une démocratie. Nous sortons d'un grand meeting organisé par les partis d'opposition, qui est consécutif au résultat du scrutin du 13 mai. C'était un grand meeting qui s'est passé sans incident quelconque, il n'y a pas eu de violence. Et je voulais dire ce que nous regrettons, c'est la récupération de cette manifestation. Récupérer une manifestation par une quelconque partie, c'est-à-dire que c'est comme si vous dites que tout simplement il faut passer à la violence. Or, tout simplement, ce que nous devons faire, c'est de faire comprendre à ces manifestants que manifester, c'est un droit, et de dire que cette manifestation ne doit pas nuire aux paisibles citoyens. Et je crois que si on est principe sur le décide, c'est-à-dire que cette manifestation peut passer et toujours. Mais c'est que quand on récupère une manifestation, on demande à ce que cette manifestation prenne une autre tournure. Là, ça peut aller à une autre direction qu'on ne peut maîtriser et qui peut donner autre chose. Moi, c'est ma compréhension justement. Elle a été récupérée par des leaders, des meneurs. Qui, par exemple? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Est-ce qu'il y a des gens, puisque à ce que je sache, les gens pensent que c'est surtout des ressortissants de pays étrangers qui se sont un peu faufilés dans la foule pour malheureusement faire ces actes de vandalisme. Qu'en est-il? Moi, je pense que non, ce n'est pas un phénomène des manifestations, ce n'est pas un phénomène d'étrangers. C'est vrai. Moi, je couvre les manifestations depuis, alhamdoulilah, quelques décennies. Les manifestations sont toujours organisées par des Mauritaniens pour poser des revendications typiquement mauritaniennes. Mais c'est vrai, il y a des étrangers qui se faufilent. Parce qu'il y a des étrangers qui habitent là. Et puis, nous aussi, on émigre beaucoup chez ces gens-là. Et quand ils voient qu'il y a une situation de cafouillage ou d'insécurité, et ce n'est pas tous les étrangers qui sont honnêtes. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent ici, qui sont honnêtes, qui sont des paisibles pères de famille. Mais il y a des étrangers aussi qui se mêlent aux manifestants. Et d'ailleurs, le nombre, quand on te dit qu'il s'agit seulement de 80 étrangers qui ont été arrêtés, cela dit que c'est peu. Parce que nous, on a vu une idée, c'était des milliers. Donc, c'était insignifiant le nombre d'étrangers qui ont participé à la manifestation. Monsieur Ouagué, est-ce que notre diversité culturelle est aujourd'hui considérée comme étant un atout, une force, une fierté qu'il faut renforcer? Est-ce que dans un souci de communication interpersonnelle entre les différentes composantes de notre société, il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'enseigner justement nos dialectes ou nos langues nationales pour que nos concitoyens puissent de façon très à l'aise communiquer entre eux? Moi, je crois que notre diversité aurait pu être bien sûr une force pour notre unité nationale. Elle aurait pu être également une richesse pour l'ensemble des composantes de la Mauritanie. Parce que géographiquement, la Mauritanie commence aux confins du Maghreb et se termine au débit de l'espace géographique subsaharien. La Mauritanie est composée de différentes composantes arabes et composantes africaines. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler les 4 dialectes, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et je crois que, bien évidemment, nos langues, nos dialectes, bien sûr, constituent bien sûr un moyen pour le rapprochement de nos populations. Mais faut-il que, bien sûr, que les Mauritaniens s'imprègnent davantage dans cette approche-là. C'est-à-dire quand on dit dialecte, il faut que, par exemple, qu'on puisse parler, communiquer entre nous sans pour autant tout simplement qu'il y ait des barrières linguistiques. Faut-il que les Mauritaniens en soient convaincus? C'est aussi une question qu'il faut poser. Aujourd'hui, je crois que l'enseignement des langues nationales est un pan justement vers ce rapprochement. Et je crois qu'aujourd'hui, si cet enseignement, bien sûr, si cet enseignement est lié, si cet enseignement, par exemple, est arrivé à être concrétisé, je crois que, bien sûr, l'unité nationale peut être une cohabiter, l'unité peut être une réalité. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison que les dialectes ne soient pas enseignés. Les dialectes doivent être enseignés et tous les Mauritaniens doivent tout simplement s'approprier de ces dialectes ou bien de ces langues.
Moi, je dirais même des langues, parce que c'est des langues qui sont déjà écrites et parlées. Et tout simplement, je crois qu'aujourd'hui, nous allons regardons les pays limitrophes. Et bien sûr, ces langues, ce qu'on appelle les dialectes autrefois sont constitutionnalisés. Et davantage, cette internationale serait renforcée quand ce que nous appelons dialectes aux langues serait constitutionnalisé. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on prenne cette question à bras le corps. C'est-à-dire que la constitutionnalisation de nos dialectes et de nos langues nationales, c'est aujourd'hui un point fort pour l'international. Et je crois que ça a été réclamé par une grande partie des Mauritaniens et je suis sûr qu'ils vont continuer à les réclamer. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut penser la question de cette manière-là. Je crois que le problème de la constitutionnalisation, moi je préfère ne pas parler de langue nationale, de dialectes nationaux, je préfère parler de langue, parce que ce sont des langues. Le Pulaar, par exemple, ça devient une langue internationale, il est sur Facebook, les grandes chaînes internationales comme RFI font maintenant ont des radios dédiées à ça, même si c'est un full le Soninké aussi, le Wolof c'est une très grande langue, donc moi je pense que au niveau de la Constitution, le problème est réglé. Ce sont constitutionnellement des langues. Ce sont constitutionnellement des langues nationales. Même la Constitution est claire, on ne parle pas de dialecte. Mais aussi avec la nouvelle réforme de l'école républicaine aujourd'hui, il impose aujourd'hui aux jeunes Mauritaniens, à chaque jeune Mauritanien, d'apprendre une autre langue nationale autre que sa langue maternelle. Donc ça, c'est complètement pas. C'est vrai, l'expérience passée, peut-être le professeur Ouagé à l'université, il sait que mieux que moi. L'Institut des langues nationales fait dans les années 80. Ça n'a pas beaucoup marché. Le département des langues nationales aussi à l'université, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais je sais que c'est très important. Surtout, ce n'est pas moi et Adaï qui parlent le contraire, parce que nous les deux, nous parlons Pulaar. Lui, il le parle mieux que moi. Donc, on se rend compte quand on parle une langue nationale, de l'importance de ça. Avantages. Parce que, du coup, on se sent biculturel. On comprend mieux à qui on a affaire. Toute barrière, même psychologique, disparaît quand vous... Je crois que c'était un très grand problème que les petits-enfants mauritaniens ne se parlent pas mutuellement de langue chacun à l'autre. Mais aussi, je ne veux pas aussi dramatiser la situation pour montrer que nous sommes dans une impasse, au bout d'un ravin. Non, on est très loin de cette situation-là. C'est vrai, nous sortons d'une situation un peu particulière avec un scrutin qui, au début, a été la première élection consensuelle organisée avec tout le monde. Et en définitive, ce consensualisme-là a sauté quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Quand des bons résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et évidemment, à cela s'est ajouté malheureusement un incident douloureux. Donc tout ça, ça a constitué un peu un déclic à ça. Mais moi, je ne pense pas que les Mauritaniens aujourd'hui s'observent en chien de faïence. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une tension. Et cette tension est circonscrite, elle n'est pas au niveau national. C'est une tension qui est dangereuse, qui est porteuse de germes de déstabilisation, il faut le reconnaître, mais aussi il faut la traiter professionnellement. C'est-à-dire qu'il faut traiter les causes, il ne faudrait pas se limiter seulement à traiter les effets, il faut traiter les causes. Il ne faudrait pas avoir seulement l'approche sécuritaire pour gérer ça, non, ce n'est pas suffisant. Et aussi, aujourd'hui, la rue aujourd'hui est un acteur politique qui compte. Tout le monde a un problème avec la rue. En Europe, ils ont un problème avec la rue quand Macron a touché à la retraite, bien qu'il y a eu un référendum, le Conseil d'État s'est prononcé, mais les gens continuent à dire non. Dans un pays voisin, il y a aussi de sérieux problèmes. Nous prions pour que la situation redevienne normale dans ce pays voisin, frère. C'est une source d'inquiétude pour nous, parce que quand il y a du feu dans la case de ton voisin, prends garde, parce que les étincelles peuvent aussi t'atteindre. Donc moi je pense que les problèmes qu'il y a actuellement, ce n'est pas une occasion de dramatiser, de montrer non. Ça, on a vécu des problèmes similaires en 2019, après la présidentielle, pratiquement les mêmes. On a vécu des problèmes semblables un peu avant, parce que il y a eu aussi des incidents de cette nature, malheureusement, qui se sont produits les années passées. Donc, nous comptons sur d'abord la retenue de tous, à la fois des jeunes, à la fois des acteurs politiques, la retenue de tous,
Le pays, il est leur, il est entre leurs mains. Ils n'ont pas le droit d'en faire une Libye. Ils n'ont pas le droit d'en faire une Libye. Ils n'ont pas le droit d'en faire un État failli. Donc, ça va retomber sur tout le monde, en définitive. Et je crois aussi qu'on doit changer d'approche, on doit essayer de trouver des solutions aux causes de ces problèmes-là, par le dialogue, mais aussi par faire respecter l'ordre, parce qu'on ne peut pas seulement avoir l'approche moelle vis-à-vis des gens, il faut aussi respecter l'ordre. Les Black Blocs dont je parlais, ce sont des gens qui ne cherchent pas, premièrement, ils n'ont pas de revendication, ils n'ont pas d'objectif clair. L'objectif, c'est quoi? C'est la casse. Par contre, ceux qui ont des objectifs, des revendications claires, qui sont relatives à la justice, qui sont relatives à la réparation, qui sont relatives à la reconnaissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ces gens-là, il faut les écouter, il faut travailler avec eux, main dans la main. Ce sont des Mauritaniens, ils sont chez eux, ils ont le droit d'élever la voix, ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de manifester pacifiquement et dignement, ils ont le droit aussi d'être entendus. Maintenant, vis-à-vis de ceux qui ont la machette à la main, je crois que les pays a l'habitude de ne pas se laisser intimider facilement. Ce pays, malgré son manque de moyens, malgré tout ça, il n'a pas accepté que des illuminés viennent l'intimider avec des camions PG ou avec des kamikazes ou avec des groupes armés. Ils n'ont pas accepté. Nous avons pu inverser la balance en notre faveur à partir de 2011-2010, parce que la peur a changé de camp. Donc, vis-à-vis des gens qui ne prennent que la violence, et la violence aveugle, malheureusement, il faut se défendre. Et comment les réseaux sociaux ont influencé sur ces actes regrettables au point d'amener les autorités à couper l'Internet? Est-ce que cela se justifie? Est-ce que... Bon, moi, avant de répondre à votre question, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut bien sûr s'attaquer au problème par les racines. Donc aujourd'hui, ce qui a contribué justement à ces actes regrettables, il y a un certain nombre de causes. Il y a un certain nombre de ces causes-là, il faut les attaquer. Parce que d'abord, on a vu qu'il y a des situations similaires qui se reproduisent. Et je vais vous donner un exemple très concret. Dans les années 2000-2010, on a eu des attentats, des tourines et tout ça. Et à ce moment, l'État a mis en place ce qu'on appelle une stratégie sécuritaire. Donc, la stratégie sécuritaire, il n'y a pas que la violence. Il n'y a pas que la violence. Il y a le dialogue. Il y a le dialogue. Il y a à la fois les bâtons et la carotte. Donc, on a dit tout simplement que... Mais il y a le bâton quand même. Oui, on a dit que tout simplement, il faut réformer l'armée. Notre armée aujourd'hui et notre approche sécuritaire est considérée comme l'une des meilleures en Afrique de l'Ouest. Et ça, on en est fiers. Ouais. Donc, on a prôné, c'est-à-dire on a réformé notre armée. L'armée a été équipée. Aujourd'hui, Dieu merci, le pays est sécurisé. Mais ce n'est pas que ça seulement, mais on a utilisé également le dialogue. Ouais. On a amené nos oulémas qui ont discuté avec ceux qu'on considère des terroristes, effectivement, et on a su les dompter, on a pu les ramener à la raison. Je crois que aussi à l'intérieur de l'État, quand de telles situations se produisent, il faut peut-être également mettre tout simplement le dialogue. Et comment il faut mettre le dialogue? C'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, il faut protéger les citoyens, mais également il faut mettre le dialogue. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir la voie, tout simplement. Et la manifestation, c'est en trois. Mais également, il faut tout simplement parler, dialoguer. Et bien sûr, et je crois que nous avons été rassurés par le ministre de l'Intérieur que toute la vérité sera faite. Bien sûr. Et bien sûr, nous espérons que cette vérité va suivre, cette enquête va suivre son cours normal et que la vérité sortira. Et ça va être une façon tout simplement de dissuader ceux qui avaient d'autres intentions de rester en paix. Mais moi, je crois que sur la base de tout ça, bien évidemment, c'est des décisions fermes qui pourraient être prises pour tout simplement mettre fin, c'est-à-dire pour réformer, c'est-à-dire que c'est toute une refondation en profondeur. Si de telles activités, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a problème, quand il y a cause, il va falloir qu'il faut reprendre, il faut prendre une refondation en profondeur de tout, et pour tout simplement analyser toutes les causes qui aboutissent à de tels actes et bien c'est mettre en place des recommandations en plan d'action, comme nous l'avons fait il y a quelques années, c'est-à-dire quand il s'agit de combattre le terrorisme. Et la deuxième question, sur les réseaux sociaux, oui. Bien évidemment, les réseaux sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'autre côté des réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des discours de haine qui circulent sur les réseaux sociaux.
il y a les discours communautaristes, il y a des discours, par exemple, de haine, comme je l'ai dit, il y a des discours tout simplement de stigmatisation communautaire qui existent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est regrettable. Il y a des discours tout simplement d'appel à la violence qui circulent sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, moi, je crois qu'il y a des choses ici. L'État a le monopole, bien sûr, de refonder tous les systèmes et d'amener la sécurité. Mais aussi, l'État a le monopole, et bien sûr, c'est-à-dire de l'Internet, de tous ces réseaux sociaux, pour tout simplement mettre fin à cela. Je crois que la solution, à mon sens, est dans un premier temps, et quand il s'agit de ces deux aspects, la solution est entre les mains de l'État. L'État, c'est-à-dire, a le monopole de tout, a le monopole de la violence, a le monopole d'arrêter de la violence, a le monopole de faire triompher la vérité. Et nous croyons que ces trois actes, ce sont des actes essentiels. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de prendre des décisions claires, des décisions fermes, des décisions pour faire émerger la vérité, et bien sûr des décisions pour convaincre. Et je sais que s'agissant des réseaux sociaux, il faut tout simplement une grande sensibilisation. Une grande sensibilisation que tous les Mauritaniens, ce sont des frères. Donc, c'est-à-dire, entreprendre, il faut mettre en une stratégie nationale, c'est tout simplement d'élimination de ces effets. Je sais qu'il y a eu des initiatives, il y a eu bien sûr des décisions qui ont été prises, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Je crois qu'il faut pousser les choses. Ça doit être une stratégie nationale, tout simplement qui va viser à la fois toutes les composantes du pays, et notamment les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont les plus grands utilisateurs des réseaux sociaux. Ouais. Ce sont les jeunes qui sont capables aujourd'hui de véhiculer ces discours de haine. Et une stratégie spéciale adaptée à la situation actuelle vers les jeunes, tout simplement pour atténuer leur passion, pour leur faire comprendre que la Mauritanie, c'est un seul pays, c'est une même famille, et que de par le passé, nous avons vécu ensemble depuis des temps immémoriaux, depuis le temps de l'Empire de Ghana, depuis le temps de l'Empire de Guérou. Il y a une interprétation entre des familles, il y a eu des familles métissées, il y a des tribus métissées. Je peux vous donner même des noms de familles qui ont donné des noms de familles mortes, par exemple, qui ont donné des noms de familles soninké. Par exemple, je vais vous donner, par exemple, quand on prend, par exemple, dans le Tekrour, la cohabitation était telle que, quand on prend, par exemple, les Sérères ont vécu avec les Znaga, quand on veut des Edouari qui sont devenus des Tendera, qui ont vécu avec des Tendera, quand on prend, par exemple, il y a beaucoup de noms, quand on prend, par exemple, les Koumédi qui sont venus de Tijibit, quand on prend par les Oulad Ahmed, de Oulad Deyman qui sont des tribus métissées, mais quand on prend également les Oulad Deyman qui sont devenus des Djeng, quand on prend les Oulad Birri qui sont devenus des Djarité, quand on voit des Sibi et des Larla qui sont devenus des Sibi, c'est tout le passé. Tous les guerriers, c'est des fades là. Voilà, effectivement, on a un passé commun. On a un passé commun. On a un passé sur les plans socio-anthropologiques qui nous unit. Absolument. On a des liens de sang, des liens de lait, de cohabitation, parce qu'il y a 4 éléments quand même qui nous réunissent. Il y a la terre, il y a l'islam, il y a bien sûr la cohabitation, il y a tout un ensemble d'éléments sociaux, culturels, anthropologiques qui nous unissent. Et je crois que ces éléments suffisent aujourd'hui pour que nous vivions en paix. Et d'autant plus que nous sommes une population qui n'est pas démographiquement très volumineuse. Quand on ne dépasse pas les 5 ou les 6 millions d'habitants. Vous allez voir des pays qui ont plus de 70 millions d'habitants, mais qui vivent dans l'harmonie totale. Et je crois que 60 ethnies. 60 ethnies, et plus de 100, par exemple, le Nigeria a plus de 120 ethnies, mais tout le monde vit ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Dans toute l'histoire de l'évolution de chaque État, il y a toujours eu des problèmes. Mais c'est la façon avec laquelle on gère des problèmes. Il ne faut pas gérer des problèmes avec des passions. Et il ne faut pas gérer les problèmes seulement avec la fermeté. Il faut faire, comme dit, beaucoup de droiture et d'amitié, mais tout simplement en faisant de la sensibilisation, en faisant comprendre que moi, par exemple, je suis pauvre citoyen. Si, par exemple, il y a grève et que moi, on casse ma voiture, c'est-à-dire que c'est moi qui suis le perdant. Donc, quand moi, je casse votre voiture, vous êtes perdant. Alors que vous prenez, nous tous, nous prenons ce discours de dialogue, que tout le monde est perdant. Et personne ne serait gagnant, justement, dans cette affaire-là. Voilà. Sinon, quel doit être, justement, le rôle de la société civile, mais également des partis politiques dans ce souci de renforcement de l'unité nationale et de sa consolidation? Je voudrais revenir d'abord, avant la société civile, je voudrais revenir sur l'Internet. Allez-y. Pratiquement tous les gouvernements ont recours à ça de temps en temps, à la fois à la surveillance d'Internet. L'Internet est extrêmement surveillé. Les États les surveillent. Mais ce n'est pas seulement les États. Les GAFA aussi ont un grand monopole. Et les GAFA même peuvent surveiller les États. Donc, les GAFA, c'est les Google, Apple, qu'on appelle. Voilà, donc.
les grands. Et c'est vraiment un mal nécessaire, parce que vous savez ce qu'offre aujourd'hui le numérique en termes de... C'est tous les plans, la santé, l'éducation, sur tous les plans, mais malheureusement il y a le revers de la médaille. C'est que vous aussi, il y a ce qu'on appelle la violence en ligne, qui cause énormément de problèmes en termes de stigmatisation, d'appel au meurtre, d'islamophobie, d'antisémitisme, d'homophobie, extrêmement de sexisme, de machisme, tout ça. Il y a énormément, ça pose énormément de problèmes Internet. Et dans des situations de tension, elle devient un déclencheur. Parce que ça a commencé au pays avec le mouvement du 25 février, c'était en 2011. Les jeunes s'organisaient à l'époque sur Facebook essentiellement, et déclenchaient les manières. À l'époque, il y avait les blocs. Donc ça se comprend. Parce qu'il y a des appels à la violence, il y a des appels à s'attaquer à des gens. Donc ça se comprend. Ça se comprend dans une situation de tension, mais nous souhaitons que ça ne dure pas parce que ça aussi permet aux gens de travailler, de vivre, de communiquer avec leur famille. Et quand il y a rupture d'Internet, les victimes, ce n'est pas seulement ceux qui appellent à la violence. Les victimes, c'est toi, c'est moi. Nous n'avons pas appelé à la violence. Nous n'avons rien contre quiconque, même si de toute façon, nous sommes aujourd'hui victimes quand nous sommes dans la rue, quand nous ne sommes pas dans les bureaux, on n'a pas Internet, on ne reçoit pas nos messages. Donc on espère que la situation... Bon. Dans une situation pareille où il y a un phénomène, il y a une certaine tension qui est consécutive à un incident douloureux et malheureux, ce qu'il y a d'abord, c'est la justice, c'est la vérité et la justice. Et nous comptons beaucoup sur de communiquer. Voilà, la justice, parce que quand il y a la justice est l'un des éléments de la stabilité. Quand il y a la justice, mais là, il faudrait laisser à la médecine légale et à la justice aussi le soin de donner la justice. Le problème dans ce pays, c'est que devant des situations comme ça, chacun devient un enquêteur, inspecteur Colombo, chacun devient un médecin légiste, chacun devient un magistrat, chacun devient un journaliste. Et ça, c'est un très grand problème. Donc, il faut laisser aux gens... on ne peut pas vouloir la justice et refuser la qualification de la justice. On ne peut pas vouloir la vérité sur un incident déterminé. Et, vous savez, il y a un très grand problème au niveau de la médecine légale. Je crois qu'ici, il n'y a que 2 médecins légistes au niveau national, 2 ou 3, je crois. Il n'y a pas énormément de médecins légistes. Et ça, c'est un grand problème. Je crois que autant on a fourni des efforts pour avoir des hôpitaux un peu partout, à Guidimara, à Kifa, un peu partout, autant on a fourni un grand effort pour avoir des spécialistes qui acceptent maintenant de travailler. Il faut aussi, la médecine légale est extrêmement importante parce qu'elle permet de... Et c'est pour cela qu'on a eu recours à un médecin légiste étranger, un pays qui est très développé. Donc, c'est la vérité et c'est la justice. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Quand vous la faites, vous n'avez plus de soucis. Donc, mais aussi le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité, j'ai bien aimé une idée de Wagué, c'est qu'il faut discuter avec tout le monde. Même avec ces jeunes-là qui ont un penchant prononcé pour la violence, il faut discuter avec eux. Peut-être il ne faut pas se limiter seulement au bâton, il faut avoir aussi la carotte pour eux. Et là, le rôle, et aussi, il faudrait que chacun joue son rôle. Les politiciens doivent être plus responsables, cesser d'attiser les tensions et de jeter l'huile sur le feu. Les politiques qui sont au gouvernement doivent travailler pour la manifestation de la vérité et pour que la justice soit rendue dans toute sa plénitude. La société civile doit jouer son rôle de sensibilisation dans le maintien, le renforcement de la cohésion sociale, dans la prévention et la résolution des conflits. Et les leaders communautaires, et il ne faudrait pas aussi qu'on oublie les religieux. J'étais très content de voir beaucoup d'érudits dans des émissions des soirées passées à Mauritanie. C'est très important, il faut continuer, parce que si nous continuons à écouter attentivement ce que disent les religieux, c'est vrai, il y en a qui ne les écoutent pas, parce qu'ils les assimilent à ce qu'on appelle le ulama sultan, mais voilà, donc le ulama c'est tout, donc il faut les respecter tels qu'ils sont. Ils ne sont pas tenus de s'arranger, ils ne sont pas tenus de s'arranger avec Saladin ou de s'arranger avec les opposants. Il faut cesser aussi de les étiqueter. Ils ont une certaine connaissance, ils ont une certaine piété,
qui doit en principe les préserver des colibés politiques, qui doit les préserver en principe de ça. Donc tous ces gens-là doivent contribuer, pas seulement par rapport à ça, mais de manière permanente à ça. Dans un pays comme le nôtre, ils doivent contribuer de manière permanente à raffermir la cohésion sociale et l'unité nationale. De manière permanente, pas seulement de manière conjoncturelle, quand il y a une tension ou quand il y a un problème. D'accord. Monsieur Wagué, votre mot sur cette nécessité de faire la lumière sur le décès de Feu Oumar Diop, mais également sur la question que j'avais posée sur le renforcement de l'unité nationale, le rôle de la société civile et des leaders des partis politiques. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je commencerai par la société civile. Moi, je crois que la société civile a un rôle avant-gardiste. C'est-à-dire que la société civile, les politiciens et bien sûr l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire comme on l'a dit, tous ces acteurs-là doivent jouer un rôle de nature à apaiser et à renforcer davantage les liens entre les différentes composantes socio-ethniques. Il n'y a pas de raison qu'un tel acteur ou bien qu'une telle composante puisse tout simplement puisse tout simplement contribuer et faire la réflexion. Je vais revenir un peu sur la question des réseaux sociaux. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, comme vous avez suivi comme moi, des attaques communautaires, communautaristes, tribalistes, ethnicistes, racistes, et parfois qui ne sont pas de nature à renforcer la cohésion sociale. Et là, la société civile doit prendre, cette affaire au bras le corps, sensibiliser, prévenir, et quitte à faire ce qu'on appelle le porte-à-porte, que généralement, ça ne fait pas partie de l'approche mauritanienne de procéder ainsi. Parce que si on continue ainsi, tout simplement, on va droit vers les mairies. Ça, c'est d'abord une première recommandation. Une deuxième recommandation, bien sûr, c'est que tout simplement, il faut apprendre, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a quelque chose qui se pose, on a dit qu'il y a la justice, il y a bien sûr la médecine. Je crois que tout simplement, on doit les laisser faire leur travail. Et ne pas tirer, parce que ni vous, ni moi, nous ne pouvons ni faire des conclusions sur ce que sur ce quoi nous n'avons pas, bien sûr, la compétence. Et nous ne pouvons jamais rendre un jugement par rapport à ce que la justice va dire. Et je crois qu'à partir de la recommandation de la médecine légale, et bien évidemment à partir des témoignages recoupés, et à partir de la synthèse des faits, ça c'est leur travail, nous ne faisons qu'analyser, et je crois qu'ils auront à faire des conclusions que nous pensons être claires. Et sans ces conclusions claires, et sans la justice tout simplement, et bien sûr, c'est-à-dire que sans ces conclusions, tout simplement, il y aura tout simplement une tergiversation. Et je crois que c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est ça que la RI doit comprendre. Faisons confiance à l'enquête en cours. Bien, s'il y a l'enquête en cours, je crois que tout le monde, il y a des conditions qui sont réunies pour que cette enquête se poursuive. Et donc, nous ne pourrons pas être des justiciables, nous ne pourrons en aucun cas conclure de façon latente, de façon percevée, visible, c'est-à-dire la conclusion. Mais toujours été que tout le monde, c'est passionnant quand il y a mort d'homme, c'est passionnant, c'est passionnant. Dramatique. Mais nous devrons utiliser la raison, nous devons utiliser le dialogue, faire comprendre aux Mauritaniens tout simplement qu'il n'y a que les raisons du dialogue. Et quand la raison, la vérité émerge, tout simplement, il y a la justice qui est là pour juger, comme d'autres cas similaires. Donc ça, c'est pour ce chapitre. Mais toujours est-il que les Mauritaniens doivent comprendre, comme je l'ai dit, la cohabitation nationale, que chaque composante ethnique a joué quelque part, de par le passé, un rôle dans l'histoire du pays. Absolument. Alors, personne ne peut dire que personne ne doit pas se sentir qu'il n'appartient pas à la Mauritanie. Tout le monde appartient à ce pays. Mais pour que tout le monde se sente appartenir à ce pays, à mon sens, comme vous l'avez dit au départ, l'égalité, l'équité dans l'accès à tout ce que l'État produit. Voilà. L'accès à la justice, l'accès à l'État civil, l'accès aux terres, etc., etc. Je crois que c'est de cette manière. Il faut revoir la possibilité. Toute une refondation qui est là. Même si bien sûr, il y a des beaux textes, il y a des belles législations, mais tout simplement dans l'application, je crois que désormais, il faut être beaucoup plus rigoureux. Il faut être beaucoup plus rigoureux, tout simplement, pour qu'on arrive à notre objectif. Voilà. Ce raisonnement sage était d'ailleurs la réaction de la famille du défunt. Et qu'en est-il du rôle des partis politiques, puisque vous avez quand même parlé de la société civile? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment... Moi, je crois qu'à mon sens, et ça n'engage que moi, oui. tous les partis, tous les partis politiques doivent aller dans le même sens. Ouais.
dans le sens de la recherche de la vérité, de la justice et de la sanction. C'est tout, pas plus. C'est-à-dire c'est maintenant au juge de prendre ses décisions. C'est-à-dire quand il y a tort, c'est de prendre des décisions de justice. Je crois que tous les partis politiques n'ont pas à prendre parti ou bien à partir pour X contre Y. Non, le rôle justement dans le renforcement de l'unité nationale. Justement, tous les partis politiques doivent aller également dans les mêmes sens. Dans le renforcement de l'unité nationale, la promotion de la culture du dialogue, de la cohabitation, et bien sûr de la promotion des valeurs de l'islam, et bien évidemment également de la cohabitation pour le long terme. Ben, je crois qu'il faut mettre les choses en place pour un long terme. Est-ce qu'ils le font actuellement? Est-ce que vraiment ils s'acquittent de cette mission? Est-ce qu'ils descendent sur le terrain? Est-ce qu'ils sensibilisent? Puisqu'il faut quand même en parler, c'est important, à plus d'un titre. Les partis politiques ont des activités circonstancielles, malheureusement. Nous avons eu l'occasion tout au long de la campagne électorale d'en parler. Ils ont malheureusement une activité circonstancielle. Elle est liée généralement aux saisons politiques. Quand il y a élection, les partis politiques sont malheureusement absents en matière de sensibilisation de leur base sur les différentes thématiques qui peuvent être utiles à la construction de la citoyenneté et du civisme. Malheureusement, les sièges des partis politiques sont désaffectés. On ne voit pas d'activité. Il y a peut-être un seul parti qui a une activité constante. Je parle de Tawassoul parce que lui, il fait de la construction militante. Il est un peu en relation permanente avec sa base, à travers des conférences dans des mosquées, à travers des actions sociales, à travers des actions sanitaires. C'est l'unique pratiquement. Les autres partis, voilà, donc c'est les shops qu'on ouvre, c'est la boutique qu'on ouvre à la veille. Et d'ailleurs, ce phénomène de boutique politique s'est beaucoup développé. La boutiquisation de l'État. La boutiquisation des partis politiques. Oui. Et ça, c'est un très grand problème parce que les partis politiques sont une école pour les citoyens. Ils doivent jouer ce rôle-là, malheureusement. C'est une école de formation, j'ai dit bien, pour la conscience politique, pour le civisme, pour la citoyenneté, pour que justement un citoyen averti, c'est un citoyen qui va revendiquer ses droits, c'est un citoyen qui va analyser les différents programmes et faire un choix réfléchi. C'est un programme qui va soutenir l'action du gouvernement en connaissance de cause ou s'opposer avec elle en connaissance de cause. C'est la base d'argument parce que quand c'est le civisme et la citoyenneté qui te font bouger, c'est-à-dire que tu as coupé les amarres avec la tribu, avec l'ethnie, avec le discours, le discours à dessous. Voilà, donc c'est pas la langue de bois, c'est-à-dire c'est un peu le discours particulariste. Et le discours particulariste, il n'a pas de couleur. Il est lié à la tribu, il est lié à un groupe d'affaires, parce qu'il y a des gens ici, de la tribu aujourd'hui, c'est l'homme d'affaires qui finance. Et voilà, donc, il est lié à une ethnie, il est lié à un groupe social déterminé. Et quand il y a un discours pour ça, c'est-à-dire que tu limites la Mauritanie à ce groupe-là, à son ambition, à sa vision des choses. Alors que le pays est plus grand que ça. Le pays est la somme de tout ça. Et là, il y a un grand problème au niveau des partis politiques qui ne font pas ce qu'il faut. La société civile est justement interpellée pour jouer ce rôle, mais aussi les leaders religieux, les leaders communautaires, les universités, tout ça. Donc tout le monde est appelé à jouer ce rôle. Et tout le monde, malheureusement, ne joue pas suffisamment son rôle sur ce plan-là. Je crois que pour les partis politiques, il faut que les partis politiques sachent faire la différence entre les programmes éducatifs permanents et les programmes électoraux. La plupart des partis politiques n'ont pas, justement, comme vous l'avez dit, ce programme permanent d'éducation des jeunes. Parce que c'est un programme permanent qui vise à sensibiliser, à fidéliser tout simplement cette population à un idéal commun, un idéal sur le terrain, tout simplement à éduquer la population à la culture de la citoyenneté, à la culture de la paix, à la culture de la cohabitation. Et puis les partis politiques, c'est-à-dire essayer tout simplement de mettre en place ce programme. Mais il y a le programme électoral. Il y a certains partis politiques qui ont de vrais programmes qui est tout simplement pour avoir quelques sièges, ou bien des sièges, et bien à l'Assemblée nationale ou bien au Conseil régional. Je crois que les partis politiques doivent comprendre
aujourd'hui qui est tout simplement, qui est pour être un parti qui va rester, qui va se consolider, il faut avoir un programme permanent. Vous avez vu aujourd'hui, lors des élections passées, les partis qui n'avaient pas de programme d'éducation permanent, ce sont des partis qui se sont effondrés, quel que soit leur âge. Parce qu'on avait des partis qui datent de 30 ans, de 20 ans, qui se sont effondrés pendant les élections. Ce qui est dangereux, sans vous interrompre, M. Bagué, ce qui est dangereux, c'est quand la rue supplante les partis politiques. Et quand les partis politiques tentent de récupérer la rue. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, tu vois que la rue dépasse en termes de radicalité, tout ça. Elle prend l'initiative. Et d'ailleurs, les gens en ont parlé, certains analystes à la veille de la crise Covid, ils disent que dans les prochaines décennies, la rue aura son mot à dire. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que la rue, c'est qui? Ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un leadership qui est connu, donc c'est qui? Donc ça, c'est un très grand problème. Et tout ça, c'est parce que, comme dit le professeur Wagué, les partis politiques, voilà, ils sont là, c'est des machines électorales. Et après les élections, c'est l'hibernation. Et ça, alors que c'est des écoles politiques, c'est des universités politiques. Nous avons le droit de revendiquer à ce que les partis politiques soient ainsi. Et quand ils ne le font pas, c'est la rue. Et ce qui est aussi un peu cynique, c'est de voir que certains partis politiques essaient de capitaliser le mécontentement de la rue, le ressentiment de la rue, les frustrations de la rue, alors que voilà, c'est juste de la récupération. Et c'est ce qui est grave encore, quand les partis politiques tentent de récupérer la rue pour en faire tout simplement, pour récupérer une popularité de la rue. Voilà. Et c'est ça qui est plus grave, ces partis n'ont pas vocation à rester longtemps. Voilà, et je l'ai dit que les partis, je reviens un peu sur le programme d'éducation permanente, vous avez vu, dans certains pays aujourd'hui, vous avez on organise les universités d'été pour en fait tout simplement fidéliser les partisans, etc. Mais rares sont les partis qui ont des universités d'été, rares sont les partis qui ont des programmes, on parlait de la rentrée, etc. C'est pour tout simplement voir les grandes causes nationales. Et il n'y a jamais de primaire. C'est pour voir essayer des grandes causes nationales. On sait qu'aujourd'hui, cette année, on est face à tel, c'est-à-dire en parler aux citoyens, les éduquer, les montrer comment il faut voter, etc. C'est-à-dire que pendant les élections, on veut faire voter des gens, alors que tout simplement, il faut avoir un programme permanent et un programme circonstanciel. Mais malheureusement, le programme circonstanciel est devenu un lot quotidien pour la plupart des partis politiques. Ça, c'est un élément très important. Mais au-delà de cela, si un parti politique ne peut pas toujours compter à survivre sur des circonstances, parce qu'un parti politique, c'est une approche, c'est en quelque sorte une orientation, c'est une idéologie, c'est une école, etc. Et si un parti politique ne s'inscrit pas dans cette logique-là, il n'est pas fait pour durer. Et je suis sûr que d'ici quelques années, et vous allez voir, il y a de nombreux partis politiques qui se disent des partis politiques traditionnels qui vont disparaître. Et je crois que c'est ça qui est aujourd'hui... Il y en a déjà 80 qui ont disparu par la force de la loi. Et c'est cela que notre classe politique doit comprendre d'ailleurs. C'est cela que notre classe... La politique, c'est une doctrine, la politique, c'est une école. Et ça s'apprend. C'est un métier. C'est un métier. Qui exige des qualifications. Oui, effectivement. Elle est jeune, elle mûrit, elle vieillit. Et tout simplement, elle avance. Et je crois que la plupart, il y a des politiciens freelance, excusez-moi de l'expression, il y a des politiciens freelance, il y a des politiciens tout simplement cartables, etc., qui n'est juste que partant que pendant des périodes électorales. Or, la politique, c'est un travail intellectuel, c'est un travail politique, c'est un travail sur le terrain, c'est un travail de fidélisation, c'est un travail de cohabitation, c'est un travail de défense de loi, c'est un travail, etc. C'est tout un ensemble, c'est tout un arsenal d'outils qui est là et que les partis politiques doivent tout simplement adopter au sein de leur programme interne, mais qui doivent tout simplement gérer ça, qui doivent gérer pendant des années, pendant des mois, et pourquoi pas pendant des générations. Vous avez les partis présidentiels. Quand nous regardons les pays de l'oncle Sam, par exemple, pendant des années, on a c'est-à-dire les deux grandes formations. Tout simplement, on est là, on défend, on est là, on est un peu dispersé, mais quand il y a on ne fait que conjuguer des efforts pour se jeter dans la bataille. Mais malheureusement, et ce qu'on voit, à ce que je chasse, tout simplement, on n'a pas cette culture. C'est vrai, on va dire que c'est une jeune démocratie, mais tout simplement, quand on est jeune, on apprend tout. On apprend de tout. On a parlé de la société civile, des leaders politiques, des partis politiques. Qu'en est-il de la presse, des médias? Quel rôle doivent-ils jouer dans justement le renforcement ou la réalisation de cette unité nationale? Moi, à mon sens, les médias doivent éclairer. Les médias doivent éclairer, doivent dire la vérité, et pas une vérité partisane, mais une vérité, et doivent écouter, doivent rapporter tout ce que les partis disent. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qui se dit, et ce qu'on dit, et ce qui est officiel.
Je crois que si vraiment on veut clarifier les choses, c'est comme ça que les médias doivent procéder. Et par exemple, quand on rapporte les événements, on ne doit pas montrer que les mauvais côtés des gens, mais on doit montrer aussi que les bons côtés. Quand il y a des manifestants qui cassent, il y a des manifestants qui parlent aussi, qui donnent. Mais aussi, les médias ne doivent pas être aussi un support tout simplement pour écrouiller des gens, pour dire des gens. Je crois que les médias ne doivent pas, en quelque sorte, rapporter ce qu'un pauvre citoyen ce qu'un pauvre citoyen dit bêtement ou de façon passionnée, jusqu'à ce que ces citoyens soient écroués. Je crois que le rôle des médias doit être un rôle neutre, ce qu'on appelle la neutralité axiologique. C'est une neutralité axiologique, rapporter les choses telles qu'elles se sont passées, mais pas pour servir, c'est-à-dire une partie au détriment d'une autre. Voilà. Moi, je ne veux pas m'attaquer à mes confrères. Je sais qu'il y en a parmi eux qui font un excellent travail. Il y a des agences de presse qui font un travail professionnel. Il y a le BAB du métier, c'est-à-dire l'impartialité, l'équilibre, la construction même d'une information qui répond aux critères d'une information. De qui, le quoi, le comment, le pourquoi et le où. Et puis, dans les genres journalistiques, il y a de très beaux textes dans tous les genres journalistiques. Même si je déplore ces dernières années que les genres journalistiques interview est devenu très faible à cause des lives. Mais aussi, je vois que sur les réseaux sociaux, il y a aussi de bons blogueurs qui fournissent de très grands efforts. Mais malheureusement, il y a aussi, comme je disais, il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux sans avoir les moyens d'exercer le travail de l'information. Et il y a aussi au niveau des médias, certains médias qui manquent de professionnalisme. À tous ces gens-là, nous demandons à ce qu'il y ait un programme de renforcement des capacités pour qu'ils puissent être au niveau de ceux qui ont un très bon niveau, mais aussi qu'ils aient un esprit de responsabilité, parce que le travail journalistique est un travail de traitement de l'information. Ce n'est pas un travail de fabrication de l'information, c'est un travail de traitement de l'information à partir de la vérité, à partir des faits. C'est quelqu'un qui rapporte les faits quand il fait l'information, et c'est quelqu'un qui analyse et décrypte les faits quand il fait d'autres genres journalistiques, quand il fait le commentaire, ou quand il fait l'analyse, ou quand il fait le reportage de grand angle. Donc voilà, donc grosso modo, je pense que les médias, je pense que je les suis, je suis les médias francophones, les médias arabophones, je crois que ça quitte convenablement, ils ne jettent pas l'huile sur le feu, ils essaient de comprendre, ils sont dans l'impartialité pour la grande majorité parmi d'entre eux, et il y a aussi malheureusement des blogueurs et certains confrères malheureusement qui versent dans l'impartialité, c'est pas bon, c'est mauvais. Et puisque l'émission touche à sa fin, je voudrais qu'à la fin, on évoque les principaux défis à relever pour renforcer l'unité nationale. Si on devait retenir quelques idées, lesquelles? Bon, moi je dirais tout simplement les défis, c'est d'abord se comprendre d'abord, s'accepter, il n'y a pas de raison qu'un individu ou qu'une personne stigmatise l'autre. Mais il n'y a pas de raison également que des discours de haine soient sensibilisés, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Mais bien évidemment, bien sûr, les partis politiques, la société civile, l'ensemble des acteurs politiques doivent jouer un rôle dans ce sens. Ce qu'on appelle un rôle de raccommodage fragmentaire, où on va raccommoder les différents fragments de notre population. Et bien évidemment, il n'y a que cette approche qui peut nous sauver, qui peut nous mettre, bien sûr, à l'abri, bien sûr, des déconvenus, à l'abri de mauvaises surprises. En tout cas, c'est ma vision. C'est le mot. Continuer le climat d'apaisement, le climat de restauration de la confiance entre les acteurs politiques, le climat de dialogue, l'attention toute particulière aux plaies laissées par les gestions catastrophiques du passé en termes d'unité nationale. Il y a malheureusement des cicatrices qui sont béantes. Continuer la réforme du système éducatif en intégrant les langues nationales dans l'école. Renforcer la visibilité de la diversité culturelle, renforcer aussi le partage équitable des ressources, le partage équitable des investissements sur le plan national, être très tolérant et très attentif aux doléances de tous les Mauritaniens,
Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Dialoguer et écouter aussi. Je crois que ce sont des politiques et des outils qui sont déjà en place. Il faut continuer sur la lancée. Et il ne faudrait pas que quand il y a une tension, on se rétracte et on adopte le tout sécuritaire. Le tout sécuritaire est utile dans certaines circonstances, mais à lui seul, il ne suffit pas. Merci. Donc, c'est la fin de cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Merci à nos invités, Ouagé Ousmane, professeur de sociologie à l'Université de Nouakchott, et M. Selmou Salehi, journaliste. Merci également aux équipes de la télévision de Mauritanie et le Mauritania qui ont permis la réalisation de cet épisode. Merci aux chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, et à très bientôt pour un nouveau Zoom sur. Au revoir.